Un mois après le début de la guerre en Ukraine, où en est-on? Où est l'armée russe? Quelles sont les difficultés? On parle d'une armée russe qui serait actuellement au point mort. Est-ce que c'est réellement le cas? Et qu'est-ce qui se passe de façon très concrète sur le terrain? On va essayer de comprendre tout ça et de prendre le temps d'analyser avec des cartes ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et pour ça, heureusement, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on s'est croisés évidemment tout à l'heure, mais tu étais venu sur la chaîne il y a quoi, 3 semaines peut-être? À peu près au début du conflit. Voilà, au début du conflit et donc des premières avancées de l'armée russe au sein de l'Ukraine pour comprendre déjà ce qui se passait. Et donc là, déjà ta présence avait beaucoup plu il y a quelques jours parce que ça permettait de mieux comprendre exactement quelle était la situation, le tout à partir de cartes, parce que pour expliquer, tu fais toi-même des vidéos sur YouTube, on va mettre le lien de la chaîne en description et dans le chat. Tu documentes en fait l'évolution de la guerre en Ukraine et c'est un travail au passage, je pense que c'est intéressant sur la méthodologie de l'expliquer, qui se fait à partir de données et de façon collective. Tu peux nous dire en 2 mots comment ça fonctionne? Très simplement, il y a encore Internet en Ukraine, notamment parce que les Russes utilisent les réseaux de communication normaux pour communiquer entre eux, donc ils en ont besoin, donc ils coupent pas tout totalement. Et on a des milliers et des milliers de personnes, comme toi et moi, qui sont des TikTokers, des YouTubers, des gens qui ont Twitter et qui partagent des informations. Et ces milliers d'informations, on les collecte, on les trie, on les identifie, on les plotte sur des cartes quand on arrive à positionner. Et en fait, c'est ce que je faisais moi quand je travaillais à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise. Face à des inondations, des tremblements de terre, des feux de forêt, face au Bataclan, on collectait ces données et ça permettait de voir l'évolution de la situation. À l'époque, c'était au profit des pompiers. Là, c'est aussi des gens qui s'en servent réellement sur le terrain de cette carte pour savoir par où évacuer, par exemple. Et ces données, parfois, c'est des choses très précises, mais parfois, ça peut être une image. On voit, je sais pas moi, d'un char qui explose ou d'un avion à un endroit précis. Et à partir de ces données, on les analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, quoi. Typiquement, quand je sais qu'il y a un char qui est cassé sur un rond-point, si j'arrive à identifier ce rond-point, je sais jusqu'où ont été les Russes. Par contre, si je vois juste des chars calcinés, je sais éventuellement que l'offensive a raté. Et donc, ça permet comme ça d'avoir une ligne de front qui va évoluer. Et ça permet d'avoir des éléments qui sont assez précis et en temps réel. Et c'est assez hallucinant. Certains disent d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a une guerre qui est aussi documentée via des ressources en ligne et via un travail collaboratif qui peut s'effectuer. Ça se passe notamment avec cette carte. Du coup, on va pouvoir la regarder ensemble pour comprendre quelle est réellement l'avancée de l'armée russe aujourd'hui en Ukraine. Déjà, petit propos introductif, j'ai envie de dire, pour commencer, avant de se plonger sur 2-3 zones précises. On entend beaucoup ces derniers jours dire que la Russie est au point mort, qu'elle n'arrive pas à avancer, etc. Est-ce que globalement c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme? Alors très clairement, la Russie a pris plus de territoire sur les 3 premiers jours que sur les 3 semaines et demie suivantes. Okay. Donc ils sont réellement à l'arrêt, voire même il y a des contre-offensives ukrainiennes qui sont des succès depuis 3 ou 4 jours. Okay. Donc il y a même des alors pas sur tous les terrains, mais si on devait faire un équivalent, l'Ukraine c'est à peu près la taille de la Belgique plus la France, et aujourd'hui les Russes ont pris l'équivalent de la taille de la Belgique. Okay. Donc il leur reste quand même un très gros morceau, et chaque jour qui passe, les Ukrainiens continuent à recevoir des milliers de missiles pour avoir une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guérilla. Et certes, ils auront de moins en moins de tanks, de chars, de systèmes d'artillerie lourde, de moins en moins d'avions de chasse, parce qu'ils ont toujours leurs avions de chasse qui volent, mais par contre, gagner contre une guérilla, par le passé, il n'y a aucune armée qui a été capable de le faire. Les Soviétiques en Afghanistan, les Occidentaux en Afghanistan, les Américains en Irak, on ne sait pas gagner contre une guérilla. Donc là, on est encore dans la période de la guerre. Même s'ils envahissaient, on sait qu'ils ne tiendront pas le territoire derrière. Et donc, on va se pencher sur un certain nombre de cartes et de situations précises. Et j'aimerais qu'on regarde d'abord ce qui se passe au sud de l'Ukraine pour commencer, autour notamment des villes de Mykolaïv et de Kherson. Est-ce que tu peux nous expliquer où en est la situation sur ces zones-là qu'on est en train de voir? C'est super important. En fait, ce que veulent les Russes, si on dézoome un petit peu, on voit qu'ils veulent prendre toute la côte. Parce qu'il y a une zone qui se trouve à l'ouest, qui se rappelle la Transnistrie, où il y a des restes d'une armée russe qui date de l'époque soviétique, qui sont toujours là, qui sont prêts à se battre et qui veulent absolument être reliés au reste de la Russie. Et donc, tu vois, toute cette bande qu'on voit sur le sud, en fait, ils voudraient continuer jusqu'au bout et prendre notamment la ville d'Odessa. Donc Odessa, on va pouvoir voir un petit peu où c'est. Okay. Exactement. Sauf que pour aller à Odessa, tu vois qu'il y a des grands fleuves. Il y a le Boug oriental qui est juste au-dessus. Et les Ukrainiens ont fait sauter tous les ponts. Du coup, les Russes ne peuvent pas passer. Et pour réussir à aller de ce côté-là, ils ont dû remonter. Et donc, tu vois cette bande qui est assez longue, dans laquelle, en fait, les Russes ont longé le fleuve. Donc là, la bande, c'est celle qui se représente en... Là où il y a la souris un petit peu au-dessus, c'est ça. C'est le truc jaune, là. Jusqu'en haut, là-haut. Okay. Et donc, les Russes ont avancé comme ça de 60, 80, 120 km au maximum à partir de Kherson, qui est tout en bas, qui est la seule grande ville régionale que les Russes possèdent, où on a réussi à dominer.
Et ce qui s'est passé cette semaine, donc il y a eu des offensives ratées, mais les Russes quand même avançaient, et les Ukrainiens ont réussi à reprendre le bas de la colonne. Et les milliers de Russes qui sont en haut, à Mykolaïev et jusqu'en haut, ils sont dans une enclave, ils sont encerclés par les Ukrainiens autour d'eux. Donc il y a probablement des milliers de Russes aujourd'hui qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus de carburant, qui n'ont plus de nourriture, qui sont isolés et qui vont soit se rendre, soit être réduits à l'état de rien du tout, puisqu'il y a quand même toute l'armée ukrainienne qui est encore là. Donc, donc là, ce qu'on voit en jaune, c'est ce qu'on pourrait définir comme une zone de la trajectoire ou le parcours des Russes aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut estimer que là, la zone en jaune qu'on voit, c'est une zone qui est contrôlée par les Russes, ou un peu moins du coup, parce qu'on voit qu'il y a des affrontements? Il y a encore des Russes dedans, mais comme ils ont perdu le coin en bas à droite... On se doute que ceux qui sont au-dessus vont finir par se rendre. Et parce que pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient vers Kherson? C'est qu'ils venaient de l'Est et du coup... oui, en fait, en bas à droite, ce qu'on a de plus rouge, ça c'est la Crimée. Là, ils y sont établis. C'est ce qui a été annexé par la Russie depuis 2014, toute cette grosse zone rouge. Et donc là, c'est de là qu'a commencé cette invasion sur le front sud. Ils ont attaqué sur 4 fronts en même temps. Mais du coup, ce front sud, ils ont arrivé par là. Ils ont pris Kherson assez rapidement. Ils se sont dit, on va aller à Odessa, il y a ce fleuve, on peut pas, il faut remonter. Et ils se retrouvent coincés. Et donc, ils ont des milliers de Russes qui sont coincés à cet endroit-là avec leur matériel. Ok. Et un petit point, juste un ordre d'idée à quel point c'est dramatique. Les Russes qui possédaient l'aéroport de Kherson sur lequel ils avaient mis des hélicoptères, parce que la piste est cassée, mais ils s'en servaient comme héliport, il y a eu des contre-offensives avec des forces spéciales ukrainiennes qui ont réussi à accéder à l'aéroport, qui ont détruit à Paris 30 hélicoptères. 30 hélicoptères de combat, et les Russes du coup avaient quand même rétabli la sécurité, avaient remis leurs hélicoptères, et là on les a vus fuir par la route. C'est-à-dire qu'une partie des hélicoptères qui n'étaient plus capables de voler, ils les faisaient rouler comme si c'était des tracteurs d'artillerie, quoi. C'est forcément assez... C'est assez étonnant. Ouais, étonnant de voir cette situation-là. Et une question d'ailleurs qui peut venir, c'est le fait de cette destruction de ponts, c'est quoi? C'est la Russie qui se disait, en fait, ils vont pas le faire. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer typiquement un certain échec, hein, là, clairement, de la Russie sur son avancée, qui voulait Odessa, qui s'est dit on va juste traverser le fleuve et on sera bon, et qui se retrouve un peu bloqué. Parce qu'ils pensaient réellement, d'ailleurs ils le disent, ils avaient 3 jours de nourriture, ils avaient 3 jours de munitions, et même les soldats pensaient être accueillis les bras ouverts. Il y a un truc qui est particulièrement incroyable, les premiers Russes qui sont rentrés dans Kiev, dans la capitale, c'était l'équivalent des CRS. C'était même pas l'armée. Ils pensaient tellement que tout le monde allait les accueillir les bras ouverts qu'ils ne s'étaient pas préparés à se battre. Ils ont envoyé des CRS qui n'avaient pas d'armes. Évidemment, ils se sont fait, et on en revient d'ailleurs sur un truc plus large, et certains qui estiment que Vladimir Poutine s'attendait peut-être à avoir entre guillemets le même genre de réaction qu'en 2014, où il y avait eu des conflits, il y avait eu évidemment des réactions, mais pas de la même ampleur qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il se retrouve dans cette Il y a une zone qui était favorable, très clairement, c'est la Crimée, le sud de l'Ukraine, qui certes appartenait à l'Ukraine et que la Russie s'était engagée à ne jamais récupérer dans 2 traités différents, mais la population était quand même majoritairement russophone et pro-russe. Et eux, ils avaient vraiment demandé leur annexion. Les autres, là, c'est clairement pas le cas. Et là, on n'est que sur les zones qui sont majoritairement russophones, donc j'imagine même pas ce que ça va se passer s'ils continuent à avancer. Parce que là, il y a une question d'ailleurs de Davinator, si on peut remettre la carte, qui demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés par la mer. Qu'est-ce qui fait que pour avoir Odessa, qui est donc un peu plus voilà, ici, une excellente question. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés par la mer? Alors, un assaut amphibie, avec des bateaux et des bateaux, il n'y a quand même pas de tanks lourds. Or, les Ukrainiens en face, ils ont du matos. Donc, pour accéder très rapidement de ce côté-là, il faut avoir 2 fronts. Il fallait arriver par le nord, et il fallait arriver par le sud. Et il faut un effet de surprise, et il fallait que ça se fasse en 48 heures, 72 heures. Sauf que là, effectivement, il y a plein de bateaux. Si on clique sur le bateau qui est au milieu de l'eau, vous allez voir, eh ben, après ça, on renvoie vers des tweets et d'autres. Mais il y a ces bateaux qui sont là, ça fait 3 semaines qu'ils attendent, il y a certainement des troupes à l'intérieur, sauf que ces bateaux, ça fait tellement longtemps qu'on les voit, les Ukrainiens, ils ont mis des mines flottantes. Et donc, ils ne peuvent plus attaquer, il n'y a plus d'effet de surprise. Donc, du coup, ils ne peuvent plus attaquer par la mer. Et donc, il faut tout faire par le sol de l'autre côté. On voit plein de bateaux au loin. Super intéressant. Donc là, c'était la première situation qui montre une difficulté, clairement, de la part des Russes. Donc, ils peuvent pas aujourd'hui passer par la mer, parce que visiblement, ça semble pas évident. Là, la solution éventuelle pour la Russie, c'est quoi dans cette situation-là? Là, il faut dégager des troupes qui sont coincées ailleurs. Mais le problème, c'est justement qu'ailleurs, il y a aussi des conflits. Ils n'avaient pas prévu de devoir occuper le territoire. Pour eux, ils avançaient, ils détruisaient l'armée, et puis derrière, c'était finalement pacifié. Mais même dans les grandes villes, il y a toujours des manifestations, et si bien qu'ils doivent aussi éparpiller leurs troupes, y compris pour maîtriser le territoire. L'exemple de l'aéroport de Kherson, logiquement, il y avait encore des forces spéciales qui étaient cachées là-bas. Et on a plein d'exemples dans lesquels des paysans, des gens comme toi et moi, ils vont simplement, parce qu'on leur a filé des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, très simples à utiliser. J'ai vu
il passe à côté d'un convoi, le gars il descend de sa voiture, il tire, il détruit un tank et il continue avec sa voiture, normal. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Donc ils sont obligés de mettre des gens partout, donc il leur faut beaucoup plus de troupes, or ils en ont plus. C'est une sorte de cercle, je dirais pas de cercle vicieux, mais forcément des difficultés amènent aussi d'autres difficultés. N'hésitez pas à choisir des questions dans le chat sur tout ça. Je propose qu'on passe à un autre pays. On va rester quand même dans le sud. On entend beaucoup parler de la ville de Mariupol ces derniers jours. La ville avec une situation notamment humanitaire qui est catastrophique. On parle de ville martyre. Un certain nombre d'ONG ont alerté sur une situation absolument désastreuse pour les habitants, coupés littéralement du monde. On entend que la ville est assiégée par les Russes. Quelle info est-ce qu'on a exactement sur la situation à Mariupol ? Alors eux, ça fait 3 semaines, il fait moins 8 degrés, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus d'électricité. Et là, ils ont très très peu Internet. Mais ils ont quand même, par endroits, ils arrivent encore à échanger. Et eux, alors si on zoome, on voit c'est vraiment une toute petite enclave. Les Russes ont réussi, ceux qui venaient de Crimée à gauche et ceux qui venaient de Donbass à droite. Sur la carte sur Mariupol. Ils ont réussi à se rejoindre juste au-dessus de Mariupol, qui est en fait la grande ville qui se trouve à cet endroit-là. Okay. C'est là juste à côté du jaune. Et au final, les troupes ukrainiennes qui étaient dans cette ville défendent, mais mètre par mètre. Et c'est une bataille de tranchées, mètre par mètre. Les Russes, quand ils avancent, il faut savoir que quand on fait un assaut sur une ville en combat urbain, ils font en général 5 fois plus d'assaillants que de défenseurs. Okay. Si on a 5000 Ukrainiens qui se défendent, il faut au moins 25 000 Russes pour attaquer. Okay. Donc ça, c'est le ratio traditionnel. Ils les ont certainement pas. Et là, ils sont en train de perdre énormément de troupes. Et les Russes ont au moins 25 000 hommes pour prendre cette ville. Et c'est ça qui leur manque de l'autre côté. Okay. Il manque réellement de troupes. Et donc, comment est-ce que là l'Ukraine se défend ? Ceux qui défendent Mariupol, c'est de l'armée qui est présente au sein de la ville ? Oui. C'est l'armée maintenant qui est encerclée, qui s'est retrouvée dans la ville, qui continue à se battre, avec l'aide aussi de la population. On voit la population qui a préparé des cocktails Molotov, on voit des soldats russes qui se prennent des cocktails Molotov quand ils sont en train de dormir la nuit. On voit des images, la population, elle n'est pas là en train d'attendre que les Russes les envahissent. Ils se battent avec les militaires. Et il ne pourrait pas y avoir, je dis ça en question qui peut paraître naïve, mais une façon pour l'Ukraine de se défendre, d'avoir des forces qui viendraient davantage de l'extérieur. Alors ça, malheureusement pour les Ukrainiens, ils aimeraient bien, mais en toute honnêteté, Mariupol, c'est une question de jours. Ils ont réussi déjà à prendre la moitié de la ville. Les forces qui restent sur place, qui sont encore probablement des milliers d'hommes, ils vont arriver à un moment où ils n'auront plus réellement de munitions. Le problème, c'est qu'en 2014, quand les Russes ont envahi et ont pris en partie Mariupol, ils ont dit aux combattants « rendez-vous ». Vous inquiétez pas, il vous arrivera rien, ils sont tous fait tuer. Donc logiquement, ceux qui sont encore là, ils veulent surtout pas se rendre et ils espèrent tenir jusqu'à ce qu'on vienne les sauver. Mais là, c'est très compliqué. Et on voit que c'est bien compliqué. Si on réexplique, d'ailleurs, y compris pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route, là, l'explication de la légende. Donc là, ce qu'on a en jaune, c'est où il y a des forces russes. Ouais, c'est des questions de date en fait. Là. Okay. Grosso modo, là où c'est jaune, rouge, orange, sur cette zone-là, il y a les Russes qui maîtrisent. Et quand on a, donc si on zoome un peu, enfin je sais pas, il y a un certain nombre de petits émoticônes ou des choses, ça signale quoi, des images ou des ressources qui viennent expliquer ce qui se passe. Exactement. Par exemple, si tu cliques sur le feu, tu vois que c'est des rapports d'incendie. À chaque fois, il faut cliquer. Il n'y a pas forcément les images qui sont dedans. Okay. Si tu vois les combats, il y a des combats urbains avec des zones très importantes. Voilà, tu vois. Alors nous, on en a des milliers, mais on a mis sur la carte que ceux qui étaient les plus pertinents. Ah oui, mais donc là, c'est des tirs d'artillerie. Parce que 80% des habitations de la ville sont détruites à l'artillerie. Parce que les Russes, qui n'arrivent pas à prendre, là, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent détruire. Simplement, ils ne se posent même plus la question. Ils rasent la ville. Leur but, c'est de vider les villes. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie par le passé. Ils essayent de vider la ville de ses habitants parce que c'est plus facile à maîtriser ensuite. Mais pourquoi faire, pour dire choses aussi, là, on parle beaucoup de Mariupol. On comprend que la situation humanitaire est assez catastrophique. Pourquoi est-ce que la Russie cherche autant à s'emparer de Mariupol ? C'est simplement que c'est l'une des premières villes les plus proches et donc c'est elle, mais après ce sera les autres ? Il y a un enjeu particulier ? Il y a une volonté de faire un exemple. Si vous résistez, regardez ce qui va vous arriver. Mais en réalité, ça excite encore plus les Ukrainiens qui veulent encore plus se défendre et pas que cela arrive. Donc je pense que c'est vraiment une mauvaise méthode. Et il y a vraiment cette volonté de rejoindre le Donbass qui est tout à fait à l'est et la Crimée. Ils veulent une continuité territoriale sur la Russie et c'est clairement les zones les plus riches d'Ukraine. Donc ça passe par la ville de Mariupol dont on entend beaucoup parler. On est vraiment sur une invasion d'annexion, c'est une colonisation qui est en train de se passer. Et le dernier point justement que je voulais voir sur Mariupol, c'est la question humanitaire, la question de l'évacuation potentielle des habitants. Est-ce qu'aujourd'hui on sait si les habitants arrivent à fuir ? Est-ce qu'il y a des couloirs, des corridors qui ont été mis en place pour permettre cette évacuation ? Et si oui, du coup, c'est quoi ? C'est vers le nord davantage ? Comment ça se... Alors les Russes ont proposé de mettre des corridors qui emmènent en Russie. Ouais.
On avait parlé. Évidemment, les Ukrainiens ils vont pas aller se cacher chez leur envahisseur qui leur fait tant de mal. Donc il y a des corridors qui commencent à être mis en place vers le nord, qui sont plus ou moins respectés grâce à la présence de quelques journalistes. Donc il y a quand même des gens qui arrivent à évacuer, mais les gens qui n'ont pas de voiture et les gens qui sont au milieu des combats, ils vont pas sortir parce que les combats sont au quotidien, jour le jour, ça tire en continu sur cette ville. Ça tire par l'artillerie et ça tire parce qu'il y a des combats de rue. Et que les Ukrainiens sont aussi, pour une partie d'entre eux, présents pour se défendre. Mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont encore coincées dans la ville, au moins 150 000 personnes. Et on voit que c'est en l'occurrence une ville qui est beaucoup plus à l'est que d'autres villes qu'on a pu évoquer, même Odessa, hein, par exemple. Là, on est beaucoup plus à l'est. On a parlé d'un certain nombre de soutiens, d'un appui militaire de la part des Occidentaux via l'OTAN ou autre, avec des investissements, des dons notamment des États-Unis, etc. Mais est-ce que ces dons-là et ces livraisons d'armes peuvent vraiment aller jusqu'à Mariupol, ou est-ce que du coup c'est pour d'autres Là, eux, Mariupol, ils sont tellement isolés, ils recevront plus aucun soutien, plus aucune nourriture, plus aucun armement, c'est leur guerre. Et il faut juste espérer qu'ils tiennent longtemps, un, pour pas que les Russes puissent être libérés pour retourner sur d'autres fronts, et deux, en espérant peut-être une contre-offensive qui pourrait les libérer. Mais ça, aujourd'hui, c'est quand même très difficilement imaginable. Par contre, tout le reste du territoire, chaque jour où ils tiennent, ils reçoivent toujours des centaines et des milliers de missiles qui, eux, sont disséminés sur tout le territoire. Et on voit réellement du matos qu'on a donné il y a quelques jours, qui est maintenant en première ligne. Est-ce que ça veut dire que le temps, il est à l'avantage... Enfin, plus le temps passe, plus l'Ukraine en sort grandie, ou est-ce que l'Ukraine a quand même... Non, plus le temps passe, plus les... Grandit peut-être pas, c'est pas le long terme, mais en tout cas, joue sur le temps pour avoir de l'armement supplémentaire. Elle se renforce. Chaque jour qui passe, elle se renforce en matériel et en volontaire, parce que quand même, a priori, 15 000 personnes, des gens de l'étranger qui ont décidé de venir se battre, des forces spéciales de tous les pays. Et pour bien comprendre, d'ailleurs, sur la mobilisation comme ça d'étrangers qui viendraient, on sait qu'on a eu au tout début de l'invasion russe le président ukrainien Zelensky qui a appelé justement, notamment les Européens, à venir se battre s'ils le pouvaient, s'ils le souhaitaient, s'ils avaient une expérience notamment, pourquoi pas, dans l'armée. Comment ça s'organise? C'est-à-dire qu'on entend parler d'ailleurs ces derniers jours de Français qui iraient se battre dans les prochains jours en Ukraine. S'ils partent comment comment ça s'organise? Il y a un site web de recrutement pour les volontaires étrangers. Organisé par sur place, le gouvernement. On a ces gens, moi j'ai des vidéos avec des Anglais qui sont en première ligne et qui se battent et qui savent très bien se battre, avec des snipers, un des meilleurs snipers canadiens qui est sur place et qui est à Kiev. Et c'est aussi pour ça qu'ils perdent des généraux côté russe et qu'ils arrivent à tirer les hautes valeurs. Et du coup, ces spécialistes qui arrivent, qui parfois sont des pilotes de drones, etc., soit ils les mettent dans des task force dédiées, soit ils les mettent en ajout pour avoir des spécialistes du pilotage de drone, du sniper, etc., dans les unités ukrainiennes. Et justement, on a parlé de la capitale Kiev. Tu nous disais la dernière fois qu'ils essayaient d'accéder par plusieurs voies. On avait parlé par ailleurs de ce convoi militaire russe dont on avait beaucoup entendu parler, de plus de 46 km. 60 km de véhicules, en embouteillage. Aujourd'hui, Kiev est toujours une ville ukrainienne. La Russie n'a pas réussi à s'en emparer. Comment est-ce qu'on explique un peu, qu'est-ce qui se passe en fait à Kiev aujourd'hui? Là, c'est parfait comme zoom. Regarde, à gauche, tu avais une première colonne qui venait de Biélorussie qui devait prendre Kiev par l'ouest. Tout au-dessus, là, le gros carré jaune, c'est l'équivalent qui devait prendre Kiev par l'est. Ils ont été bloqués dès le début à Tchernihiv et depuis le 3e jour, ils ne bougent plus. Ils sont à cet endroit-là. Et donc, logiquement, comme Kiev ne pouvait pas être prise à gauche et à droite, ils ont essayé de détourner l'armée, donc ce qui est en orange derrière. Ils ont essayé de prendre une partie de l'armée qui était destinée à prendre un autre front pour la réorienter vers Kiev. Et bien, cette équipe-là, a priori, ils ont perdu les 2/3 de leur volume le temps d'arriver à l'est de Kiev. Et ceux qui restaient, ils se sont fait éparpiller à l'arrivée. Parce que sur le chemin, ils ont fait face à une opposition des Ukrainiens ou c'est Non seulement il y avait une opposition, mais en plus, il y a une sorte de guérilla qui s'est mise en place sur cette autoroute qui fait normalement Soumy-Kiev, qui s'appelle H16 de mémoire. Et sur toute la longueur, c'est super simple parce qu'en fait, il y a un camion qui passe, il tape et il retourne se cacher dans les bois parce qu'en fait, c'est très forestier. Et on voit de quelle manière les Ukrainiens se font des abris en attendant que ce soit le moment de passer à l'offensive. Et donc la nuit, ils attaquent, de jour, ils attaquent, ils y vont simplement avec des kalachnikovs ou alors des missiles tirés depuis l'épaule. Et on voit des réactions maintenant des Russes, la tête, là où ils ont été à Brovary. On a vu des réactions qui étaient étonnantes. Ça, c'est où? Brovary, c'est tout à fait à gauche. Là, on voit des petits combats. Si tu zoomes à gauche des véhicules à gauche cassés. de Kiev. À droite de Kiev, tout à droite. Vas-y. De l'autre côté, droite. À droite, voilà, c'est ça. Ici, très bien. Voilà. Et en fait, à ces endroits-là, je pense que si on clique sur les deux petits fusils l'un face à l'autre, tu as des troupes,
qui ont perdu quand même une grosse partie de leur armée. Bon, c'est pas une vidéo du coup. Et les Russes se font tirer dessus. Et normalement, la réaction, quand on est un tank et qu'on se fait tirer dessus, on s'oriente vers là d'où on s'est fait tirer dessus, puis on tire vers cet endroit-là. Leur réaction, c'est il y en a un qui se fait tirer dessus, tous les autres s'enfuient, et ceux qui sont au loin, ils s'arrêtent pour pas être dans le combat. Ils ont une capacité au combat qui est très faible. Aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'a assez étonné. Il manque d'hommes. Il manque très clairement d'hommes. Et on sait qu'ils font appel à leurs conscrits, donc des gens qui vont le service militaire, qui sont très mauvais. On a vu maintenant des cadets, des jeunes de 15 ans, qui sont sur le terrain, qui sont engagés au profit de la Russie, qui ont 15 ans, qui ne savent pas se battre. Parce qu'ils étaient venus faire 2-3 journées d'appel à la défense. Et ils se retrouvent mobilisés en ce moment. Pour bien comprendre, pour ceux d'ailleurs qui nous rejoignent peut-être, ces informations-là, du coup, ça se fait comment? Donc là, la carte, en l'occurrence en question, c'est cette carte-là qui est faite de façon collaborative, c'est ça? Et avec des personnes dont c'est le métier aussi, mais qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, c'est des bénévoles en l'occurrence, mais c'est des gens de l'école de guerre économique. Le club OSINT, le club Open Source Intelligence de l'école de guerre économique. Il y a des jeunes également, c'est pas l'institution l'école de guerre économique, je veux dire que c'est des jeunes qui viennent de là. Pareil, l'Institut des hautes études de défense nationale, et on a de la chance, on en a en Corée, on en a au Canada, donc ça permet aussi d'avoir une sorte de veille H24, et donc en permanence on rajoute des points qui nous semblent pertinents. À côté de ça, il y a une collecte d'informations qui est faite aussi par d'autres groupes, il y en a beaucoup plus nombreux que nous, qui font aussi, par exemple, la collecte de toutes les preuves de destruction de matériel des part et d'autre. On sait que les Russes ont perdu plus de 1700 véhicules, 300 chars. C'est plus que la totalité de l'armée française en capacité de combat. Donc c'est juste, on a des preuves. C'est pas juste, tiens, ils en ont perdu quelques-uns. C'est pas de la propagande. On sait quantifier. On a des photos pour chacune de ces pertes. Et cette carte-là, certains demandent où est-ce qu'on peut la trouver. Est-ce qu'elle est disponible, accessible pour tout le monde? Sûr, comment est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le lien dans le chat. Il est déjà dans le chat pour ceux qui demandent, et on le mettra pour ceux qui regardent sur YouTube directement aussi dans la description. En fait, sur R et Cosmos, qui est le magazine avec lequel on travaille également, il y a la carte qui est partagée en direct, mais sur le tweet épinglé de mon compte Twitter, vous avez aussi on va mettre aussi Peur Avion, c'est ça le Je m'appelle Peur Avion parce qu'à l'origine, je faisais des stages contre la peur de l'avion. Voilà. Très bien. Et le pseudo est resté, donc n'hésitez pas à le suivre sur connu Twitter. Comme ça. Peur Avion. Une question du coup que je voulais voir maintenant, parce qu'on a vu, on s'est concentré sur 2-3 endroits différents, la question d'Odessa, Kherson, Mariupol, Kiev. Qu'est-ce qui pourrait se passer désormais? Évidemment, on ne va pas jouer la boule de cristal là-dessus, mais on voit que la Russie est en difficulté, que l'Ukraine contre-attaque dans une sorte de contre-offensive qui se met en place. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? L'armée russe reste forcément une armée importante. Donc, elle est très importante. On a tendance à dire que c'est la deuxième armée du monde. Maintenant, en plaisantant, on dit que c'est la deuxième armée du monde en Ukraine. Donc elle est réellement en difficulté en Ukraine. Elle aura des difficultés à repartir à l'offensive parce qu'encore une fois, les troupes qu'elle va libérer quand elle aura pris Mariupol, elle va devoir les remettre ailleurs pour essayer d'avancer. Elle va continuer à avancer au prix de pertes gigantesques pour elle. Et la question, c'est combien de temps elle va tenir. On sait qu'elle a perdu à peu près 10 000 hommes, 10 000 morts. Qu'il y a au moins... Ça, c'est des chiffres qui viennent d'où d'ailleurs quand on parle de 10 000 hommes? Alors, ça, c'est déjà, c'est les ratios traditionnels entre les destructions qu'on observe et le nombre de morts. On a toujours des ratios, il y a 2 fois plus de blessés que de morts. C'est des choses qu'on observe toujours. En l'occurrence, il y a aussi des fuites de la part de la Russie, et il y a des magazines en ligne qui partagent des informations et après qui disent et qui les effacent en disant non, sauf qu'il y a le web cache qui permet de savoir exactement ce qu'ils ont retrouvé les trucs, quoi. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'ils ont confirmé la perte d'un Ilyushin 67, des gros avions qui peuvent transporter 200 parachutistes d'un coup. Ils ont confirmé la perte, et notamment un chiffre très précis que j'ai pu en tête, 9681 soldats russes qui sont tués à leur connaissance, certainement beaucoup plus que ça. Des milliers qui vont certainement être prisonniers dans les prochains jours parce qu'ils sont encerclés. Et donc on a les Russes qui, par erreur, nous ont partagé les chiffres réels, et officiellement, ils ont toujours que 500 morts. Mais ils ont perdu 5 généraux et 3... on voit que c'est beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Y aller encore plus lourd, encore plus méchamment, et ne plus faire attention. Ce qui sauve aujourd'hui Kiev, c'est que les Ukrainiens ont réussi à maintenir les Russes à plus de 25 km. Comme ils sont à plus de 25 km, l'artillerie touche pas Kiev, mais les autres villes, malheureusement, elles se font pilonner au quotidien. C'est
très très intéressant de pouvoir avoir je dirais même pas un aperçu, c'est une sorte de plonger sur 2-3 éléments majeurs de cette guerre. Forcément, on parle beaucoup de la dimension diplomatique, on parle beaucoup de l'impact économique, on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes, mais de voir comme ça l'aspect très concret sur le terrain de l'évolution de tout ça. Vous me dites dans le chat ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très intéressant de se plonger dessus. Merci beaucoup d'abord Xavier d'être encore venu pour faire un petit point sur la situation. C'est avec plaisir d'ailleurs, pourquoi pas refaire un point dans quelques semaines de la même façon. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et par ailleurs, du coup, je redonne donc ton Twitter, on l'a dit, Peur Avion, où tu parles beaucoup du sujet. Ta chaîne YouTube aussi. On va mettre. Ah oui, un petit truc sur ma chaîne YouTube. Oui. Mes vidéos sont sponsorisées. D'habitude, je ne fais pas de sponsor sur une guerre. Ouais. Sauf que là, tous les sponsors sont reversés à 100% à des actions humanitaires en Ukraine. On a déjà collecté 6 800 € grâce aux nombreuses vues qui sont vues. Donc, venez la voir. Ça, vous nourrissez des Ukrainiens dans le besoin. Donc, c'est une façon aussi de le faire. On met du coup le lien de la chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment très, très intéressant pour comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Encore merci. Merci à toi.